Bonsoir. Premièrement, merci à Madame Perrine Delforge pour cette chaleureuse invitation et chaleureuse présentation. Et je suis très honorée et très heureuse d'être ici avant vous au Collège de France et de parler sur un thème, sur un sujet que je trouve fascinant. Et j'espère que vous allez partager cette fascination au cours des 4 conférences. Mesdames et messieurs, famille en crise, fin des liens familiaux, abandon de la famille et victoire de l'individualisme. Ces formules vous paraîtront sans doute bien connues. Nous les associons d'emblée avec la multiplication des modèles familiaux, des modes de vie en famille et des types de relations affectives à l'époque actuelle. Les mutations de la famille se trouvent de nouveau au cœur d'une réorganisation de la sphère privée qui semble aller bien au-delà des changements que la famille a subis dans l'après-guerre. C'est volontairement que je dis « de nouveau ». Le discours sur la crise de la famille est en effet un topos récurrent dans l'histoire des 2 derniers siècles. Et de fait, les formules que je viens de citer ne viennent pas de débats ni d'analyses actuelles, mais de textes universitaires du 19e, 20e et 21e siècle. Elles concernent l'histoire de la famille à l'époque hellénistique. L'époque hellénistique représente un tournant dans l'histoire de la Grèce antique. C'est l'époque d'Alexandre le Grand et de ses diadoques, l'époque qui succéda à l'Athènes démocratique de Périclès et de Démosthène. Elle nous oblige à détourner notre regard d'Athènes et de Sparte et à le porter vers des régions situées bien au-delà des limites de cet espace géographique que nous appelons la Grèce. Il ne s'agit plus seulement de l'histoire des 1200 poléis, mais aussi des histoires des nouveaux empires. L'histoire de la période hellénistique est l'histoire d'un nouveau monde tissé d'interrelations, né de guerres interminables, de rencontres interculturelles, d'une intense mobilité de personnes et de transformations à tous les niveaux. Ces bouleversements ont durablement modifié le monde, ou plus précisément l'œcuméné, pour reprendre le terme par lequel les gens de cette époque désignaient une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique du Nord. Et ils ont influencé de manière tout aussi durable l'existence des personnes qui vivaient dans ces régions, leurs institutions et leur culture. Dans son avant-propos à la traduction du livre de Johann Droysen, L'histoire de l'hellénisme, paru en 1883, Auguste Boucher-Leclerc constatait qu'il y a, et je cite, 2 points de vue bien opposés, 2 façons bien différentes de comprendre la même époque, les mêmes hommes, les mêmes faits. Selon que l'on se tourne vers le passé ou l'avenir, on assiste à la décadence d'une civilisation ou à l'expansion victorieuse du génie hellénique. L'histoire grecque s'arrête au moment de prendre le deuil. L'histoire de l'hellénisme transporte brusquement sa sympathie du côté où se fait l'avenir. Boucher-Leclerc exposait ainsi 2 thèses qui guidèrent longtemps les historiens dans leur évaluation de la période hellénistique. Pour les partisans de la thèse de la décadence, le passage de l'époque classique à l'hellénisme signifiait le déclin, voire la fin de la polis. Dans les débats sur la cité, sous la domination hellénistique et romaine, il était courant d'évoquer la désagréation de la communauté des citoyens et de son identité, ou encore la prétendue insignifiance des institutions et des structures politiques. Pour les tenants de la thèse opposée, s'inspirant de Droysen, l'époque hellénistique représentait une union féconde de 2 grandes civilisations, le persisme et l'hellénisme, pour reprendre une formulation de Théodore Reinach, qui forma la base de l'expansion du christianisme. On peut désormais considérer que la thèse du déclin de la polis a été réfutée.
Plusieurs travaux ont en effet confirmé la validité de la fameuse formule de Louis Robert, qui en 1969 était encore l'opinion d'une minorité, selon laquelle la cité grecque n'est pas morte à Chéronée, ni sous Alexandre, ni dans le cours de toute l'époque hellénistique. Il s'est ainsi établi un consensus sur le maintien de la police et de ses institutions comme point de référence d'une communauté de citoyens. On peut également parler de consensus à propos de la thèse d'une fusion qui était celle de Droysen. L'apparente homogénéité culturelle qui aurait caractérisé l'époque hellénistique en général, avec l'affirmation du grec comme lingua franca dans les royaumes hellénistiques d'Asie et d'Afrique, ou l'adoption de la triade hellénique, théâtre, agora et gymnase, par les peuples non grecs, a très longtemps conduit à expliquer de manière univoque les processus sous-jacents à ce tableau. Depuis lors, notamment en raison de notre propre expérience d'un monde globalisé, nous avons compris que les définitions de l'ère hellénistique comme époque de la fusion des cultures ou comme période de l'hellénisation du monde antique sont inadéquates. Dans les études sur l'époque hellénistique, toute tentative consistant à explorer qu'un type de relation allant dans une seule direction ou à ne mettre en valeur que certains éléments relevant de la culture dominante est trompeuse. On ne saurait en effet considérer les cultures comme des quantités clairement délimitées. Ce sont des systèmes dynamiques dont les structures permettent et régulent à la fois les changements provoqués par des facteurs internes ou externes. On pourrait encore discuter de la façon dont il faut définir et analyser les processus d'entremêlement interculturel qui se sont déroulés pendant l'époque hellénistique, mais la fusion d'éléments grecs et non grecs ne peut en tout cas plus être considérée comme une caractéristique de cette époque. S'il est incontestable que la recherche des dernières décennies a considérablement changé notre compréhension de l'époque hellénistique, on ne peut pas pour autant affirmer que les anciennes conceptions téléologiques aient été définitivement bannies de nos interprétations et de nos approches méthodologiques. Cette influence persistante tient au prestige dont jouissent les conceptions historiques téléologiques, mais aussi parfois des approches méthodologiques erronées. La famille hellénistique fait partie de ces objets de recherche qui subissent encore en partie l'influence de la thèse du déclin de la polis. Le scénario concernant l'évolution de la famille hellénistique, esquissé à la fin du IXe siècle, reposait sur une relation de cause à effet. Déterminé par des mouvements migratoires massifs, le déclin des structures de la polis a entraîné celui de la religion ainsi que de la vie collective, conduisant donc à un relâchement, voire à une décomposition des liens familiaux. D'après la présentation qu'en a donnée Martin Nielsen, les émigrants quittaient leur ville en emportant avec eux leurs us et coutumes, ainsi que leurs dieux, et plus précisément les grands dieux révérés de toutes parts, mais pas les petits dieux ni les héros locaux. Il leur manquait néanmoins, et je cite, « les conditions fondamentales de la religion de la polis, l'identification avec les dieux de leur ville, car un tel lien est le résultat d'une coexistence longue et étroite de l'homme et les dieux, que seule une tradition pluriséculaire peut établir solidement. » En outre, les émigrants, selon Sarah Pomeroy, n'étaient pas seulement séparés de leur parentèle consanguine, ils pouvaient aussi difficilement prétendre être membres de groupes artificiels de parenté établis depuis longtemps. Plusieurs travaux portant sur la famille et les femmes à l'époque hellénistique ont pris appui sur ce postulat, même si c'est sous des formes diverses, et interpréter les phénomènes nouveaux à partir de cet arrière-plan. Eberhard Bruck
Considérez par exemple les fondations cultuelles pour lesquelles on dispose de documents épigraphiques à partir de l'époque hellénistique comme la conséquence des bouleversements de l'époque. Et je cite, « Les transformations fondamentales de l'ère hellénistique et les restructurations politiques et sociales qui leur sont liées dissolvent aussi les liens déjà affaiblis de la famille et de la tribu. L'individualisme de l'époque aura aussi contribué à faire éclater les anciens groupements reposant sur la parenté. » Dans son article de 1956, Claire Préau a suivi cette interprétation en écrivant, et je cite encore, « La famille, qui était autrefois dépositaire et exécutrice obligée des volontés et du culte des défunts, vient à se désagréger. On ne peut plus compter sur elle pour assumer éternellement l'exécution d'une volonté parce qu'elle s'est fragmentée en individus qui n'ont plus nécessairement le souci de sa perpétuité. Dès lors, on s'adresse à d'autres entités que l'on croit éternelles. Entités existantes comme les dieux, les temples, l'État ou toute autre corporation, ou entités que l'on crée de toutes pièces, comme des sociétés du type de confrérie dont on prévoit et ordonne un recrutement perpétuel. Plus récemment, Andreas Helmis insistait sur cette idée. La période hellénistique voit la famille se désintégrer progressivement et de ce fait n'être plus en mesure d'assurer la mémoire de ses morts. Ce rôle peut désormais être confié, entre autres, à des entités créées à cette fin, que nous appelons les fondations. La famille est donc présentée comme une institution affaiblie, principalement par les mouvements migratoires et les nouvelles situations qu'ils font naître. Des changements dans les relations entre les membres de la famille se seraient également produits dans ces circonstances, comme on le voit par la présence croissante des femmes dans la sphère publique dont témoignent les sources. À la différence de l'époque classique, en effet, les femmes se présenteraient alors comme des individus actifs, susceptibles de posséder des biens sans avoir constamment besoin de l'accompagnement ou du consentement d'un tuteur masculin pour agir. Les causes de ce nouveau type de présence féminine seraient sans doute à chercher dans un changement progressif du statut juridique et économique des femmes à la suite de la dissolution des structures familiales. Le temps de l'émancipation des femmes grecques dans l'Antiquité serait ainsi arrivé. Nombre de ces thèses ont suscité des objections, notamment en raison de la révision de la thèse du déclin de la polis. D'une part, les études sur les élites des poleis hellénistiques ont mis en évidence le rôle actif des familles et leur stratégie, montrant ainsi que le lien entre famille et contexte politique continuait bel et bien d'exister, même si c'était d'une manière différente. D'autre part, le consensus à propos de l'amélioration de la situation et du statut des femmes à l'époque hellénistique a conduit à élaborer un nouveau récit. Selon celui-ci, les changements concernant la famille se révèlent avant tout dans la transgression par les femmes de la frontière séparant les sphères publiques et privées. Les nouvelles interprétations récusent certes l'idée d'une hypothétique crise de la famille qui aurait été due aux nouvelles données politiques de l'époque hellénistique et admettent plutôt des changements probables. Mais une telle vision des choses néglige les possibilités qu'a fait naître la dialectique entre les familles et les systèmes sociopolitiques de cette époque déterminée. Elle néglige donc la dépendance de la société et des systèmes politiques à l'égard de la famille et, réciproquement, la dépendance de la famille à l'égard de la société. Cette idée peut sembler une évidence, mais ce n'était pas le cas avant les années 1960 et l'apparition de l'histoire sociale.
Celle-ci réunissait les intérêts de différents domaines de recherche, comme l'histoire des travailleurs, celle de la famille ou celle des femmes, dans l'objectif de reconstruire la vie des simples gens en les considérant aussi bien comme les agents que comme les objets du changement social. Les études historiques sur la famille en sont venues à occuper une place particulière en histoire sociale qui s'est intéressée à l'analyse des relations des familles avec les forces sociales, économiques et politiques fondamentales. Les recherches historiques sur la famille la considèrent comme un élément constitutif de multiples contextes sociaux et de différents niveaux de changement social qui se recoupent et se superposent de multiples façons. Pour le dire en un mot, l'objectif est d'étudier la famille non pas comme un phénomène isolé, mais dans ses interactions avec les individus et les institutions, ainsi qu'avec les processus de changement social. Les résultats qu'a produits cette approche méthodologique ont conduit à une révision radicale de certaines hypothèses, mais surtout à redéfinir le contexte théorique des recherches sur la famille. Si le refus d'identifier la révolution industrielle avec des changements démographiques majeurs, à savoir le remplacement de la famille élargie par la famille nucléaire, est considéré comme ayant marqué un tournant fondamental dans les études sur la famille, l'évolution de la conception de la famille dans la recherche socio-historique en général n'en est pas moins importante. Ainsi, la prise de conscience que la famille n'est pas une unité statique, mais un processus qui s'attend sur toute la durée de la vie de ses membres a entraîné un changement dans la perspective de la recherche. Au lieu d'examiner la famille comme un ménage isolé, clos sur lui-même, on analyse désormais les relations entre la famille nucléaire et la famille élargie, les interactions de la famille avec les sphères de la religion, du travail, de l'éducation et du droit, les stratégies des groupes familiaux et de leurs membres, et surtout ces processus complexes que sont les migrations, l'industrialisation et l'urbanisation. Depuis l'ouvrage de Peter Laslett sur les modèles familiaux et matrimoniaux anglais de l'époque pré-industrielle et celui de John Heinl sur les modèles matrimoniaux européens, ainsi que les études que tous deux ont inspirées, il est devenu évident qu'on ne peut plus défendre les interprétations linéaires de l'évolution historique de la famille, ni celles qui l'abordent en termes de relations de cause à effet. Dans une seule et même région peuvent coexister différentes structures de ménage, famille nucléaire, famille sur 2 ou 3 générations, en fonction de facteurs socio-économiques, écologiques et démographiques ou encore des coutumes d'héritage. Contrairement à ce qu'affirmaient les anciens stéréotypes sur la passivité et l'engendrement de la famille ou la dissolution des liens familiaux, la famille a joué un rôle actif et créateur dans les processus de changement social. Plusieurs études ont par exemple montré que le succès du système industriel a dépendu d'un afflux continu de main-d'œuvre en provenance de la campagne, afflux qui s'est lui-même déroulé en suivant les réseaux familiaux. En ce sens, comme l'a dit Tamara Herven, la famille doit être considérée comme le chaînon manquant entre les individus et la société, et en même temps, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, comme un puissant performatif social. La recherche sur les femmes est apparue, elle aussi, dans le cadre de la nouvelle histoire sociale. C'est notamment pour cette raison que les recherches sur la famille connaissaient et utilisaient le concept de genre, gender, comme catégorie analytique. En conséquence, contrairement à beaucoup d'autres domaines historiques, l'histoire de la famille, jusqu'à un certain point, ne s'est pas concentrée exclusivement sur les hommes, car elle devait les étudier dans le cadre de relations auxquelles participaient les femmes
ou qui en tout cas impliquaient leur existence. Dans d'autres domaines, comme l'histoire des idées ou l'histoire politique et militaire, il n'est généralement question que des carrières que font les hommes, de leur accession à des postes de pouvoir et de leur capacité à diffuser des idées. Pour commenter cette construction d'un environnement apparemment sans femmes, Mary Wisner-Hanks s'est servie de l'exemple de Jean-Jacques Rousseau. Elle fait remarquer que peu de biographies du penseur français mentionnent le fait qu'il a eu plusieurs enfants illégitimes qui ont tous été donnés en adoption et que jusqu'à cette dernière décennie, aucune étude n'avait abordé la question de l'influence que ces arrangements domestiques ont pu avoir sur ses idées. Cela étant, la prise de conscience du fait que les personnes ont toujours joué au sein de la famille un rôle spécifique en fonction de leur sexe ne correspond pas à l'objectif des études de genre en ce qui concerne la problématisation et l'analyse du genre. Comme l'écrivait Gerda Lerner en 1974, et je cite, « Les historiens qui travaillent sur la famille posent beaucoup de questions à propos des femmes, mais l'histoire de la famille n'est pas en soi l'histoire des femmes. » Cette citation résume les relations problématiques entre l'histoire des femmes et celle de la famille. La critique porte sur le sentiment d'évidence avec lequel les historiens de la famille ont traité la catégorie du genre. Que ce soit parce qu'ils étaient habitués à un objet de recherche impliquant les deux sexes, ce qui semblait rendre inutile, superflu, voire tautologique, de s'intéresser de près à une analyse de genre, ou bien parce qu'ils ne voulaient pas continuer à soutenir les opinions traditionnelles des historiens pour qui le thème de la famille concernait exclusivement les femmes, ils se consacrèrent plus expressément à l'étude d'autres facteurs comme la couche sociale, l'appartenance ethnique ou la grange locale. Inversement, les historiens des femmes se sont concentrés sur les activités des femmes en dehors de la famille. Ainsi, bien que les historiens des femmes et ceux de la famille aient jugé nécessaire de souligner que leurs recherches différaient des approches traditionnelles, leur centre d'intérêt n'était pas identique, en dépit de fréquents chevauchements. Le fait que ces deux nouvelles sous-disciplines de l'histoire sont nées presque simultanément et que dans la plupart des cultures qui ont laissé des documents écrits, ceux-ci parlent plus de femmes que des hommes dans le contexte de relations familiales ont rendu encore plus nécessaire de distinguer l'un de l'autre ces deux domaines de recherche. Le danger de répéter, voire de confirmer involontairement d'anciennes opinions en analysant l'histoire des femmes au sein de la famille n'est pas dénué de fondement. Même dans les cultures, en particulier les cultures prémodernes, où les hommes étaient considérés avant tout comme membres d'un groupe familial, les relations d'une femme avec ses familles, c'est-à-dire avec sa famille d'origine et avec la famille de son époux, déterminaient sa place dans cette culture dans une beaucoup plus grande mesure que ce n'était le cas pour un homme. Cette différence s'exprime dans les principes législatifs, les prescriptions religieuses, les tabous, les conceptions politiques et les opinions sociales. Cela ne signifie pourtant pas qu'il faille considérer les relations de ce genre comme des relations privées au sens moderne du terme. Dans les premiers temps des études de genre, l'évaluation négative de la famille comme, je cite, « principale institution de l'oppression des femmes » et la conception de soi de l'histoire des femmes comme « movement history » ont conduit à ne pas considérer la famille comme une catégorie analytique indépendante dans l'histoire des femmes. On n'y avait recours que de manière limitée, par exemple pour étudier les femmes comme individus singuliers en politique, dans le monde du travail ou au sein du couple,
ou encore dans le contexte des réseaux féminins ou des relations d'amitié ou d'amour. Même si elle est compréhensible, cette attitude à l'égard de la famille en tant qu'objet de recherche, ça a conduit précisément au résultat que les historiens des femmes voulaient éviter, c'est-à-dire à confirmer une fois de plus l'idée que la famille constitue un univers séparé de la sphère publique et ayant donc une pertinence limitée pour l'identité de ce membre féminin. Cette différenciation entre l'histoire des femmes et celle de la famille a été, pour ainsi dire, reprise quand ces orientations de recherche ont fait leur entrée dans l'histoire de l'Antiquité. Avant le début des années 1970, la discussion sur le genre s'y limitait exclusivement aux études sur les femmes de l'Antiquité gréco-romaine qui étaient abordées isolément de leurs homologues masculins et en dehors de l'historiographie traditionnelle. On se rattachait ainsi à une tradition dont les origines remontent avant le XXe siècle, à une époque où l'on discutait du statut de la femme dans l'Antiquité et surtout à Athènes. Au XIXe siècle, les historiens comme Johann Jakob Bachhofen, Louis Morgan, Denis Numa Fustel de Coulanges, Henry Maine et Friedrich Engels, malgré des perspectives et des opinions différentes, défendaient une vision évolutionniste des origines et des étapes du développement de la famille, mais ils débattaient également sur les fondements moraux du mariage et la morale des femmes. Le point le plus important est qu'ils refusaient de reconnaître aux femmes grecques et surtout athéniennes le statut d'un être humain à part entière dans le cadre du mariage et de la famille. L'émergence des études féministes et leur arrivée dans le monde universitaire ont provoqué un tournant dans ces discussions. Inspirés par ce nouveau courant, les chercheurs ont commencé à interroger les sources dans une perspective différente afin d'obtenir un aperçu plus objectif du monde des femmes de l'Antiquité. Le livre de Sarah Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves, publié en 1975, a été la première tentative d'écrire une histoire des femmes dans l'Antiquité gréco-romaine. Ce livre reflète l'intérêt qui s'était développé aux États-Unis pour les questions concernant les femmes sous l'influence du mouvement féministe né dans les années 1960. Les travaux des historiens des années 1970 et du début des années 1980 portaient sur les femmes dans l'Antiquité en général. Les sujets spécifiquement féminins comme le statut des femmes en tant que mères, les pratiques matrimoniales et les fonctions de mariage ou la position des femmes dans la sphère domestique, ainsi que les descriptions et interprétations de la vie quotidienne, étaient destinés, en plus de leur intérêt historique, à représenter les intérêts du mouvement féministe, en particulier dans la perspective de la constitution de son identité. Le nombre de publications sur les femmes a considérablement augmenté dans les années 1980 à 1990 et la tendance se poursuit, ce qui rend presque impossible de donner un aperçu des nouvelles publications. Au cours de ces années, les questions et les méthodes ont changé. L'un des axes de recherche des Women's Studies qui se sont développés principalement aux États-Unis et à leur suite les Gender Studies a été le développement d'approches théoriques prenant en compte la recherche anthropologique. De nouveaux thèmes ont été explorés et le sont encore, comme le débat avec le point de vue masculin, l'interprétation du féminin, les relations entre les sexes dans la littérature antique en général, les pratiques cultuelles et les mythes féminins, les représentations de la sexualité féminine et plus récemment aussi de la masculinité et le corps féminin. L'importance excessive accordée aux approches théoriques fortement influencées par l'interdépendance entre le mouvement social et la recherche a néanmoins conduit à un développement problématique de l'histoire dite de genre dans les études classiques.
et je cite, « Dans la mesure où l'autonomie individuelle, l'activité professionnelle, la liberté de mouvement, l'autodétermination sexuelle, l'égalité juridique, c'est-à-dire tous les acquis qui ont dû être conquis de haute lutte par les femmes à l'époque actuelle, ont servi de normes pour la vie des femmes de l'Antiquité. L'histoire des femmes est trop facilement devenue une histoire de déficit. La préhistoire de l'émancipation ou de ce qui n'a pas encore été atteint en termes de liberté sexuelle et de codétermination politique. » En formulant cette mise en garde, Beate Wagner-Hasel et Thomas Speth ne voulaient ni remettre en cause les acquis de l'histoire des femmes, ni inciter à renoncer à l'emploi des comparaisons et de modèles interdisciplinaires ou d'approches théoriques. Ils voulaient seulement rappeler qu'en appliquant des théories et des terminologies modernes, il fallait tenir compte des éléments propres à cette société antique. On peut considérer comme un exemple de cette histoire de déficit le fait d'interpréter la présence marquée des femmes dans les documents de l'époque hellénistique, non plus comme un signe de décadence, mais comme un signe d'émancipation, ce que Riet van Bremen a été la première à réfuter en 1997. Par rapport aux études de genre, les recherches historiques sur la famille n'ont pas eu le même impact sur la recherche, en particulier à propos de la Grèce antique. Cela s'explique avant tout par le fait que les discussions des 19e et 20e siècles sur les définitions de l'oikos et du génos, et surtout sur la position de la famille antique dans les théories de l'évolution socioculturelle, n'ont pas fait l'objet d'une critique suffisamment approfondie. Au contraire, en considérant la société homérique comme le moment où la sphère privée a commencé à se différencier de la sphère publique et l'histoire familiale de l'histoire politique, c'est-à-dire de l'histoire par excellence, on a prolongé consciemment ou inconsciemment la conception évolutionniste. Walter Lessey avait probablement cette distinction à l'esprit lorsqu'en 1968, il commença son livre sur la famille dans la Grèce antique par les mots suivants. La famille, dans l'histoire grecque, est un sujet que les historiens ne sont pas encore vraiment parvenus à apprivoiser. Le simple fait d'intituler son sujet « La famille dans l'histoire grecque » était prometteur, car il semblait annoncer une remise en question de la séparation alors dominante entre l'histoire privée des coutumes, qui incluaient le mariage, la parenté, etc., et l'histoire publique. Elle laissait rejeter en effet la thèse selon laquelle la famille et les femmes avaient perdu leur ancienne place dans la sphère publique avec l'apparition de la police à l'époque post-homérique et qu'elle avait été confinée dans la sphère privée. Pour lui, la famille était l'institution la plus centrale et la plus durable de la société grecque, car il n'y avait pratiquement aucun domaine de la culture grecque qui ne concernât la famille. Malgré ces déclarations, Lessey n'a pourtant pas réussi à se débarrasser complètement du lest des anciennes interprétations. C'est ainsi qu'il est resté attaché au modèle évolutionniste en parlant d'une émancipation progressive de l'individu hors du contrôle de la famille. L'oikos s'était d'abord libéré du contrôle du génos, du clan tribal, du clan familial, après quoi l'individu s'était libéré du contrôle de l'oikos. Athènes est évidemment pour lui l'exemple par excellence de cette évolution, tandis qu'il abordait Sparte et la Crète, qui ne s'inscrivent pas dans ce schéma, dans un chapitre à part, à caractère plutôt narratif, en même temps que l'État de Platon. Lessey employait le mot oikos dans le sens de famille, mais aussi en relation avec les notions de ménage, au sens de maisonnée, comprenant l'ensemble des biens possédés,
et de lignage patrilinéaire, comprises comme lignée agnatique, ce qui rappelle les discussions que l'on trouve à ce propos chez Fustel de Coulanges et Henry May. La monographie de l'essai est longtemps restée le seul livre sur le sujet. Malgré la publication dans les années 1970 et 1980, sous l'influence de l'histoire sociale, d'une série d'études importantes sur la famille romaine, mettant l'accent sur les aspects démographiques, les structures juridiques et les relations entre les différents membres de la famille, et malgré le nombre croissant d'études sur les femmes dans l'art et la littérature grecque, aucun travail ne fut entrepris sur les structures familiales et les relations entre les sexes, à des rares exceptions près comme celle de Sarah Humphreys. De ce fait, la thèse de la distinction entre les sphères privées et publiques et le modèle évolutionniste du XIXe siècle ne furent pas remis en question. Cette situation a changé à partir du milieu des années 1990 avec la parution d'une série d'ouvrages sur l'histoire de la famille et des femmes concernant les périodes archaïques et classiques, mais aussi la période hellénistique. Abstraction faite de l'importance respective donnée aux différentes périodes, le dénominateur commun de ces travaux est la conviction que la famille grecque antique doit être analysée comme une partie intégrante de la vie politique et non pas comme un objet distinct relevant de la sphère privée. En mettant l'accent sur les schémas de parenté, d'héritage et de mariage ou sur les relations entre la famille et la police ou les institutions politiques, on réintègre la famille dans l'histoire des poleis, des cités grecques, et on considère les femmes non seulement comme les objets du regard masculin, mais aussi comme les sujets participant aux institutions sociales. Il reste que le thème de la famille dans l'histoire grecque est loin d'avoir été suffisamment étudié et que, malgré les progrès accomplis, nous ne sommes pas encore parvenus à nous débarrasser entièrement de l'héritage du XIXe et d'une partie du XXe siècle. Le livre de Josine Bloch et celui de Mary Beard, publiés tous deux en 2017, peuvent servir d'exemple à cet égard. Dans son livre Citizenship in Classical Athens, Bloch soutient que ce n'est pas un oxymore de parler de citoyennes de l'Athènes classique et que, au contraire, les citoyennes ont joué un rôle plus important dans la conception athénienne de la citoyenneté qu'on le suppose habituellement. Dans son manifeste « Les femmes et le pouvoir », Mary Beard explore les fondements culturels de la misogynie et la question de savoir comment et pourquoi les définitions conventionnelles du pouvoir, de la compétence et de l'autorité excluent les femmes. Pour étayer sa thèse selon laquelle depuis ses débuts la littérature occidentale présente les femmes comme impuissantes et sans voix pour se faire entendre dans la sphère publique, elle part de la vieille dichotomie entre hommes publics d'un côté et femmes privées de l'autre, en utilisant également des exemples pris dans l'Antiquité. Ce faisant, elle situe la notion de pouvoir uniquement dans la sphère publique, sans tenir compte des interactions entre les différents champs de pouvoir et de la façon dont les deux sexes y agissent. Si l'on peut dire que l'histoire de la famille aux époques archaïques et classiques n'a pas encore été traitée de manière satisfaisante, cela vaut plus encore pour l'histoire de la famille à l'époque hellénistique. Quelles conséquences a eu le monde hellénistique turbulent et mondialisé sur les familles? Y a-t-il eu des changements dans les formes et les structures familiales, les valeurs sociales et le schéma de comportement en réponse aux nouvelles réalités politiques, sociales et culturelles? Peut-on parler d'un nouvel état d'esprit à l'égard de la famille, en particulier de ses membres féminins? Ces questions seront le fil conducteur de mes conférences.
D'une part, elle concerne le thème de changement, c'est-à-dire la question de savoir sous quelles prémices et par quel processus de changement surviennent. D'autre part, elles sont liées à la question de la capacité d'action des membres féminins de la famille et donc de leur participation au processus de changement. Les réponses à ces questions dépendent de la nature des documents analysés ainsi que des prémices méthodologiques avec lesquelles on les aborde. L'idée que la famille est une unité dynamique conduit à poser la question des liens entre le changement du système social et les actions de la famille en tant que groupe et de ses différents membres. Pour aborder cette question, j'utiliserai l'approche méthodologique de la théorie de la structuration développée par Anthony Giddens. Par structuration, Giddens désigne les conditions qui déterminent le changement ou la persistance de structures et la reproduction des systèmes sociaux. Dans ce contexte, structure et agentivité, agency, sont deux termes qui ne peuvent être pensés séparément l'un de l'autre et qui s'articulent dans la dualité de la structure. Giddens souligne, et je cite, que les structures sociales sont constituées par l'agency humaine tout en étant ce qui la rend possible. Les acteurs sociaux produisent et reproduisent donc constamment des structures et agissent selon des règles régissant les pratiques sociales. Si l'on applique le modèle de Giddens à notre problématique, la relation dialectique entre les membres de la famille et les structures sociales peut être décrite de la manière suivante. Les familles et leurs membres, en qualité d'acteurs, peuvent provoquer des changements par leurs actions et influencer ainsi les structures, traditions, institutions, codes moraux et autres ensembles d'attentes, mais elles sont simultanément formées par ces mêmes structures et leurs actions avec elles. Cette dualité de structure nous permet non seulement de comprendre comment les changements surviennent, mais aussi qu'ils puissent en principe se produire continuellement, indépendamment du fait qu'on les perçoive au moment même où ils se produisent ou bien à un moment ultérieur. Par conséquent, il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu des changements à une époque donnée, mais si ces changements ont atteint un degré tel qu'on en trouve des traces dans les documents historiques. Même si nous sommes habitués à une représentation linéaire et statique de l'histoire de la famille à l'époque classique, qui s'étend tout de même sur 200 ans, cela ne signifie pas que la famille n'ait pas connu de changements importants avant la période hellénistique. Si l'on examine par exemple l'histoire du droit civil athénien ou celle de la définition d'un enfant illégitime entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, il est difficilement concevable que les changements qu'on y relève soient restés sans aucun effet sur les structures familiales, le droit familial ou la vie religieuse. Ces changements purent apparemment être intégrés sans grand effort ou au prix d'adaptations mineures par les familles ou la police, si bien que l'impression dominante est restée celle d'une continuité, ou plutôt d'une apparence de continuité. Le modèle de la dualité entre structure et action est en quelque sorte un modèle ouvert. Il explique comment des changements peuvent se produire sans donner pour autant la priorité à certains facteurs politiques et économiques, par exemple, notamment parce qu'il est impossible de prévoir quelles seront les actions des individus impliqués. Les acteurs et les structures n'étant pas des phénomènes indépendants, les structures ne doivent pas être considérées comme formant une superstructure extérieure aux acteurs, mais comme le résultat et comme le cadre de leurs pratiques sociales. Ce sont les acteurs qui contribuent par leurs actions à la création et à la restauration des systèmes. Mais cela conduit à dissoudre
les dichotomies comme public-privé, ce qui permet dès lors de se concentrer davantage sur l'analyse des actions des groupes et des individus des deux sexes dans les différents champs. On peut ainsi, à partir des modèles de comportement individuels, tirer des conclusions concernant les systèmes sociaux sous-jacents et leurs règles de fonctionnement. Si l'on considère que la famille est un groupe social dont les membres ont la capacité de participer par leurs actions à la production et à la reproduction de l'ordre social, alors on ne saurait expliquer les changements uniquement par des facteurs extérieurs. Une explication de ce genre dénie en effet à la famille ou à ses membres la capacité d'agir en tant que groupe et fait d'eux des figurants passifs. Mais si l'on considère au contraire que les situations de crise qui menacent l'ordre traditionnel sont elles-mêmes suscitées par les acteurs sociaux, alors les changements doivent être compris à la fois comme l'instrument et comme le résultat de ces processus. C'est précisément le défi que pose l'étude des familles hellénistiques qui nous offre la chance d'avoir un aperçu sur ces processus. Ma thèse est que ce l'on constate en cours de la période hellénistique n'est pas la dissolution de la famille, mais plutôt le déploiement de la dynamique inhérente à la famille. Loin d'observer les familles passives qui seraient débordées par des circonstances difficiles, on peut voir comment les familles développent activement des stratégies d'adaptation et contribuent ainsi à l'émergence de nouvelles règles sociales et politiques. C'est dans le cadre de ces processus d'interaction que l'on peut comprendre les changements dans les relations intrafamiliales, dans la conception du couple et dans la position des membres féminins de la famille dans la sphère publique. Le fait que la capacité des femmes à agir devienne maintenant visible renvoie à des changements qui ont rendu nécessaire cette visibilité. Il reste néanmoins que quand les femmes agissent, elles le font avant tout en qualité de membres de la famille. Ainsi, cette visibilité des femmes, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, conduit-elle à confirmer une fois encore leur rôle au sein de la famille et surtout à confirmer le statut de la famille en tant que groupe social par excellence. Ce dernier point apparaît aussi clairement quand on examine la relation dialectique entre famille et systèmes sociaux dans une autre perspective, celle du phénomène de la pénétration du modèle familial dans la vie politique. J'entends par là l'adoption et l'intégration du concept de la famille, concept de famille accompagné de sa constellation sémantique dans les discours politiques. L'accent mis sur le couple marié, sur la famille comme élément de l'idéologie royale des Argéades, des Ptolémées, des Séleucides et des Attalides, le fait de disposer des familles entières sur des exèdres dans des espaces publics, ou encore la référence à la syngeneia, à la parenté dans les relations entre cités, sont des éléments constitutifs de ces discours. La famille, écrit Rémy Lenoir, constitue à la fois une structure sociale qui permet de penser le monde social et une structure sociale selon laquelle l'ordre social est lui-même construit et tend à se perpétuer. Je ne peux que souscrire à cette déclaration et la compléter en disant que chaque époque a sa famille. Dans les prochaines conférences, je m'intéresserai au monde social dans lequel vivaient les familles et les femmes de la période hellénistique. Je vous remercie.